Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Frédéric Duboulet d'Au-delà du miroir et nous parlerons de la planète Mars. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes en compagnie de Frédéric Duboulet d'Au-delà du miroir. Frédéric, bonjour et merci d'être avec nous dans la clé du mystère. Bonjour Alain, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation comme d'habitude. Alors comment va le forum? Le forum se porte bien. Très bien, c'est... toujours sur la même dynamique de partage, d'ouverture et puis surtout de non, je dirais, d'absence de rentabilité. Voilà. D'accord. Alors nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui passionne et qui intrigue surtout énormément de monde. Il s'agit de la planète Mars. Est-ce qu'il y a eu de la vie sur Mars à votre avis? Alors pour la planète Mars, personnellement, moi j'en suis intimement convaincu. D'une part, il y a eu de la vie sur la planète Mars, il y a eu des civilisations sur cette planète, et peut-être même encore. Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent se voir, se mesurer aussi, et il y a des choses très, très, très intrigantes sur cette planète. Alors, quel genre de vie il y aurait eu sur Mars? Alors, ce qui est important de rappeler déjà, c'est qu'aujourd'hui, dans, on va dire, la majorité des personnes, et dans la communauté scientifique, la donne est en train de changer fortement sur la planète Mars. Pourquoi? Il y a quelques années, quand les premières retombées scientifiques et mesurables ont été faites sur cette planète, on a commencé à s'apercevoir de choses un petit peu étonnantes, un petit peu ubuesques. Pourquoi? Parce que on était persuadé, alors quand je dis on, c'est la communauté scientifique, de façon générale, était persuadé que cette planète était une planète dite morte, donc sans présence de vie, et qui n'avait jamais pu abriter la vie. Tout simplement parce que les conditions climatiques, son positionnement dans le système solaire et sa distance avec le Soleil ne le permettant pas. Sauf que aujourd'hui ça change énormément, de façon relativement radicale, puisque à ce jour, donc là on est aujourd'hui dans les années 2014-2015, à ce jour, il a été démontré scientifiquement, prouvé, attesté, que non seulement il y a eu de l'eau sur la planète Mars, et apparemment en traces abondantes. Donc ça, c'est une véritable révolution, puisque dans les années antérieures, il était totalement impensable, et même certains en ont subi un petit peu les foudres, de défendre ce type de théorie. Ah oui, absolument. C'était complètement hors de propos, c'était d'après le rationnel qu'on possédait complètement impossible, etc. etc. Sauf que il y a eu à travers la conquête spatiale et différents envois, soit de sondes, soit de récupération de météorites, d'analyse scientifique sur terrain, puisque maintenant on a la capacité d'envoyer des robots sur la planète, et ces relevés ont démontré qu'il y a eu de l'eau sur la planète Mars, et notamment de l'eau douce. Ah oui. Donc, dans la communauté scientifique, effectivement, ça remue des choses. Les clichés et puis les certitudes, on a dents dures, comme on dit. Donc les choses sont difficiles à faire changer. Néanmoins, on a affaire à des éléments factuels d'origine scientifique et démontrés et attestés par des structures sérieuses comme la NASA ou comme des structures qui peuvent graviter autour et qui travaillent sur ce type d'éléments. Et notamment aussi des chercheurs, astrophysiciens, etc., biologistes qui travaillent en permanence dessus et qui travaillent justement sur les données qui sont récoltées par ces sondes. Mais il y en aurait eu en quantité suffisante pour assurer une vie telle que la nôtre? Alors aujourd'hui, c'est le débat qui s'ouvre, c'est que pour une grosse partie de la communauté scientifique, parfaitement, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a eu suffisamment d'eau pour que la vie, alors on parle de la vie, on parle d'entités biologiques, de microbes, de bactéries, etc., qui ont pu se développer grâce à la présence de l'eau, puisque normalement, qui dit eau dit vie. Donc c'est un petit peu ce qui divise, parce qu'il y a des traces dans certaines météorites qui ont été retrouvées et qui permettent de montrer qu'il y a eu présence d'anciennes bactéries dans certaines relevés de roches, comme il y a eu également des relevés qui attestent véritablement de la présence d'eau. Ça c'est totalement irréfutable. De toute façon c'est très simple. Les personnes qui peuvent être un petit peu dubitatives sur ce qui est dit aujourd'hui dans cette émission-là,
NASA, peuvent d'un simple clic de souris aller rendre sur Google, de taper les résultats des dernières analyses de Mars, notamment par exemple les relevés de la dernière sonde robot, on va appeler ça puisque c'est la sonde gravite autour de la planète, le robot va sur la planète, fait des relevés de terrain. Le robot Curiosity, vous allez voir que les résultats sont complètement étonnants. Et ce sont des publications officielles qu'on peut trouver sur, encore une fois, je cite la NASA parce que c'est un site référent, mais d'autres sites qui relaient ces informations-là. Donc voilà, déjà pour dire que la donne change beaucoup sur la planète Mars, quoi. Alors il y a eu des photos qui ont été prises sur Mars. Ah oui, il y a beaucoup de choses qui se sont produites sur la planète Mars, et notamment des choses qui dérangent. Alors justement, on n'a pas eu trop le résultat, elles n'ont pas été commentées ces photos. Alors, elles ont été commentées, et puis certaines ont été mises de côté, puisqu'elles dérangent, encore une fois. Oui, alors, parlons des photos qui dérangent, justement. Alors, on va parler un petit peu de tout ça. Je voulais juste revenir un petit peu sur des éléments importants, qui sont encore une fois les aspects scientifiques, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il faut appuyer dans la mesure du possible l'ensemble des éléments et des arguments qu'on va défendre sur des appuis factuels et des appuis scientifiques. Il y a beaucoup de roches, par exemple, qui tombent sur Terre. On compte à peu près 100 tonnes de roches météorites qui proviendraient de la planète Mars, qui chutent sur la planète Terre par an. 100 tonnes par an. Donc ça fait quand même pas mal de choses. Il faut à peu près dans les années 80, ce qu'on disait tout à l'heure concernant la présence de bactéries. Dans les années 80, il y a eu des signatures chimiques de vie qui ont été trouvées dans ces roches. Donc c'est là qu'on commence à s'apercevoir que la vie était présente sur cette planète. Et puis donc, par la suite, différentes sondes ont été envoyées, ça je le retrace, ça permettra aux gens qui sont intéressés d'aller vérifier. On a eu Mariner 9, la sonde Viking 1, Orbiter, Curiosity, il y a eu beaucoup d'investissements budgétaires colossaux, parce que c'est des milliards et des milliards qui sont injectés, et notamment des relevés qui ont été faits. Maintenant, revenons un petit peu sur les fameux clichés qui interrogent et qui posent un petit peu problème. On va reprendre un petit peu l'historique. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70, milieu des années 70, il y a eu des résultats de la sonde Viking Orbiter 1 qui a renvoyé des photos qu'elle a pu prendre de la surface de la planète Mars. Donc ces photos sont envoyées à la NASA, qui les réceptionne et qui ensuite, par différents communiqués de presse, parutions dans les revues scientifiques, mettent à disposition ces éléments et donne l'opportunité à d'autres scientifiques de pouvoir y travailler dessus. Sauf que pendant ces périodes-là, ces photos tardaient à arriver au niveau de la presse. Donc ça a commencé à créer un engouement au niveau des médias américains en disant à la NASA, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait plusieurs mois que vous travaillez dessus, on n'a toujours pas de présentation officielle, maintenant il faut donner les photos et il faut qu'on puisse les présenter à la plupart des personnes. C'est quand même une révolution. Et oui. C'est une révolution, puisqu'on est capable d'envoyer des sondes dans l'univers qui sont capables de photographier, de faire des cartographies de nos planètes avoisinantes, d'en apprendre plus. C'est le principe de la recherche, et en apprendre plus. C'est sûr. Donc pourquoi ces photos n'arrivent pas Vous voyez, ça un petit peu à créer de l'émulation. Donc il y a dû avoir une conférence de presse sous la pression qui a été organisée un petit peu à la va-vite. Et pendant cette conférence de presse, plusieurs photos, alors il y avait un consultant de la NASA qui présentait ces photos, et plusieurs photos ont défilé. La plupart du temps, on y voit des roches, des déserts, des ensemencements, des structures un petit peu montagneuses, etc., etc. Et puis, à un moment donné, on arrive sur le site qui a été appelé Cydonia. On peut l'appeler X ou Y, peu importe, beaucoup d'importance. Donc le site qui a été référencé comme Cydonia a été montré avec différentes photos, et d'un coup, on y voit apparaître un visage clairement défini, de type humanoïde, c'est-à-dire de forme humaine. Ah oui, qu'on peut voir d'ailleurs sur Internet, sur certains sites. Et je ne sais pas si vous avez souvenir de ça, Alain, mais ça c'est quelque chose qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, qu'on avait appelé le visage de Mars. C'est vrai, je me souviens. Ça avait fait un bruit incroyable dans la communauté mondiale, et ça avait été étouffé très rapidement derrière. Donc ce visage, qui a une forme très définie, encore une fois, paraît très étonnant. Et puis par la suite, je reviendrai sur le visage après, c'est important, mais par la suite d'autres photos sont venues où on y voit des formes de structures qui ne paraissent pas dans leur positionnement et dans leur emplacement géographique de forme naturelle. Un petit peu comme si on prend une photo d'une ville et qu'on recule ou qu'on zoome ou qu'on dézoome, on va vite se rendre compte que sa structure ne suit pas des formes naturelles, que certaines formes ont été imposées pour servir des besoins. On va le dire comme ça. Et c'est un petit peu ce qu'on commence à retrouver sur le site de Cydonia sur Mars. Donc, branle-bas de combat général, la presse qui interroge, la NASA, en disant « Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce visage? On voit un visage, c'est quand même incroyable, un visage sur Mars, il n'y a
rien sur Mars, comme on peut y avoir un visage. Vous voyez un petit peu l'émotion que ça a suscité. Par la suite, ce qui s'est passé, c'est que la NASA s'est expliquée en disant simplement « Non, mais on y reviendra plus tard, ne vous inquiétez pas, ne tirez pas de conclusions hâtives, c'est simplement un jeu d'ombre et de lumière qui fait qu'on a l'impression qu'on voit un visage. Il n'en est rien, c'est simplement une montagne ou une colline. » Voilà ce qui a été dit de façon officielle. Sauf que par la suite, la NASA n'a jamais publié de photos du site en question, alors que la presse mettait la pression de façon accrue pour obtenir des images, parce qu'ils ont dit, vous inquiétez pas, la sonde de toute façon repasse fréquemment par-dessus et renvoie des photos, donc on vous montrera et on vous démontrera que c'est des simples effets de lumière, et qu'il n'apparaît pas autre chose qu'une colline, sauf que les images ne sont jamais arrivées. Première interrogation, c'est quand même étonnant. Si on veut défendre une théorie en disant non, c'est simplement une colline, qu'on montre les images. Bien sûr. C'est aussi simple que ça. Mais tout à fait. Et puis donc tout tombe à l'eau et on s'arrête là. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus de polémique. Sauf que donc, les images ne sont jamais arrivées. Très étonnant. Par la suite, pour rester sur ce site de Sidonia, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a commencé à avoir des dissidences au sein de la NASA et certains chercheurs ou certains consultants ont préféré quitter la NASA, démissionner, puisqu'ils n'étaient plus en accord avec certaines idéologies de la NASA et certaines positions arrêtées. Ah oui, quand même. Et oui, c'est notamment le cas de Richard Hoagland, qui aujourd'hui est un chercheur très controversé, comme la plupart des chercheurs qui quittent le système, de toute façon, sont tous controversés, évidemment, pas dans le système établi. C'est aussi simple que ça. Donc ce monsieur, qui était consultant de la NASA, donc, je pense quand même que la NASA n'embauche pas n'importe qui. Enfin, on peut le supposer quand même. On il a été suppose, consultant pendant des années à la NASA. Il était censé faire l'interface entre la NASA, la presse, etc., les organes associés. A décidé de démissionner et a commencé à dire des choses sur le site de Sidonia, en disant, attention, le site de Sidonia, il n'y a pas que des roches, il n'y a pas que des choses naturelles, il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne veut pas vous montrer, qu'on vous cache volontairement. C'est ce qui a créé un petit peu la scission et qui a fait qu'il a préféré partir de la NASA. Pour revenir sur ce fameux visage de Mars, on viendra par la suite sur les structures avoisinantes au site de Sidonia. Le visage de Mars, il faut dire que par la suite, d'autres clichés ont été faits, mais par des spécialistes, on va dire, alternatifs à la NASA, qui possédaient des éléments pour pouvoir photographier ou en tout cas travailler sur des images, et qui confirment la présence de ce visage. D'accord. Donc ça a été confirmé, on peut trouver encore une fois ces éléments facilement sur Internet, si on fait quelques recherches, et notamment dans le livre de Graham Hancock, qui s'appelle « Le mystère de Mars ». Donc ça c'est un livre qui est vraiment essentiel. Si des gens sont intéressés par les mystères un petit peu qui tournent autour de Mars, je conseille fortement la lecture de ce livre, qui est un livre documenté. recommandable, oui. On peut, je pense, le trouver assez facilement, vous savez, sur des plateformes, Amazon, ou des choses comme ça. Donc c'est Le mystère de Mars, l'auteur Graham Hancock, écrit donc par Robert Bauval et John Crisby. On essaiera de mettre les références sur le site de la radio. Si ça peut intéresser des gens, c'est toujours une bonne référence. Graham Hancock qui est un écrivain, journaliste britannique, qui a fait quelques ouvrages, à peu près 8-10 ouvrages, sur des recherches un petit peu alternatives. Donc dans ce livre-là, on nous met en référence les photos qui sont identifiées par la NASA, puisque chaque photo est identifiée avec un numéro spécifique, et qui démontre encore une fois la présence de ce visage. Ce visage qui est un visage massif, puisqu'il ferait 2,6 km de long et 1,9 km de large. Ah oui, quand même. Donc je ne sais pas si on se rend compte de la taille, et qui serait approximativement... Difficile à dire parce qu'il y a de l'épaisseur de sable et de poussière, mais à peu près, on va dire, entre 400 et 500 mètres de hauteur. Donc ça ferait quelque chose qui est un sacré plus grand que édifice. la Tour Eiffel, qui est vraiment, en termes de taille, qui est vraiment très impressionnant. Ça passe pas inaperçu. Voilà. Donc, durant ces années, fin des années 70, parce que ça fait effet boule de neige, deux spécialistes en imagerie digitale, ont eux aussi confirmé la présence de ce visage sur d'autres clichés. Donc, vous voyez, comme quoi, ça continue quand même à confirmer ces éléments. Par la suite, ce qu'il s'est produit sur le site de Sidonia, et notamment les recherches de Richard Hoagland et de David Percy, qui sont deux anciens dissidents de la NASA, qui ont fait des études poussées sur le site de Sidonia, se sont rendus compte que, aux alentours du visage de Mars, existent des structures qui n'ont rien de naturel, puisqu'elles ne suivent pas, ce qu'on disait tout à l'heure, une courbe, une position géographique et une structure fractale comme on peut voir dans la nature. Et en étudiant de plus près ces structures, ils se sont rendus compte de choses complètement incroyables. On y voit des pyramides de formes différentes. On peut avoir des pyramides à 3 ou 5 côtés, qui sont également massives. Des anciennes cités, alors ils ont appelé ça cité pour donner un nom, ressemblent à des cités, une structure en type, entre guillemets, construction. Et aussi des sortes
Ah oui, oui, oui. On va y revenir, parce que ça c'est très important. D'accord. Ce qui s'est passé sur le site de Sidonia. Ce qui a été demandé également, c'est de pouvoir conforter ces éléments et ces hypothèses avec ce qu'on appelle des recherches à base d'analyse fractale. Alors, les analyses fractales, qu'est-ce que c'est? Ce sont des technologies de pointe qui sont utilisées notamment dans le milieu militaire pour faire des analyses quand ils vont étudier un site qu'ils ne connaissent pas. Un exemple, ils vont soit en Arabie Saoudite pendant la guerre du Golfe ou d'autres sites qui les intéressaient et ils voulaient savoir ce qui était caché sous la surface, et j'utilise ce type de technologie qui permet de faire ressortir des éléments qui sont camouflés à l'intérieur de la surface et qui permettent de montrer qu'ils ne suivent pas ce que eux ils appellent une structure de type fractal, c'est-à-dire qui est normalement naturelle. Donc en gros, si on a un cumul de données qui montre que la structure n'est pas de type fractal, on suppose fortement qu'elle est de type artificiel. Alors donc ça voudrait dire que les structures, puisque ça a été confirmé parfaitement par les analyses qui ont été faites sur le site de Sidonia, montrent clairement que les structures qui tournent autour du visage de Mars ne sont pas d'origine naturelle et donc qui ont été créées. Elles sont artificielles. Donc déjà, ça, c'est quand même une sacrée information. Et là, c'est vraiment une preuve à 100%. Ah oui, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Et les preuves ne s'arrêtent pas là. Puisque, par la suite, ils se sont rendus compte, en étudiant encore une fois, plus en détail et de plus près, ce site, que les dispositions géographiques et les rapports trigonométriques qui existaient entre les différentes implantations suivaient une ligne très étonnante et des lignes et des angles très précis qu'ils ont retrouvés exactement et identiquement les mêmes sur le site de Stonehenge, mais à des échelles plus petites. D'accord. Donc c'est très simple, pour faire un résumé, ceux qui connaissent un petit peu le site de Stonehenge est un site très mystérieux, puisqu'il utilise des cumuls de positionnement d'anciens menhirs, selon des dispositions très particulières. Aujourd'hui, on n'a pas encore une explication fondée sur leur positionnement. Il y a aussi ce qu'on appelle une petite montagne qui a été faite en spirale. On ne sait pas comment elle a été réalisée, puisqu'elle est colossale, et ainsi que d'autres éléments qui gravitent autour du site de Stonehenge qui sont très étonnants. Et ce que se sont rendus compte ces deux chercheurs, c'est que si on fait un calque, une superposition de calque entre le site de Sidonia et celui de Stonehenge, on a exactement la même chose, mais à une échelle différente. D'accord. Donc ça veut dire que toutes les structures qui ont été implantées sur le site de Sidonia ont suivi la même logique que celle du site de Stonehenge. D'accord. Ça, c'est quand même assez incroyable. Alors ce qui prouverait que le site de Stonehenge aurait été fait par des extraterrestres. On n'en est pas loin en tout cas. C'est une possibilité, puisque si on parle du postulat que sur Mars, en tout cas ça n'a pas été fait par les humains sur Mars, c'est pas possible, on n'y est jamais allé. Donc c'est pas nous, donc qui c'était et surtout de quand date ça? Parce que c'est ça date de milliards et de milliards d'années peut-être, ou de millions, milliards, milliers, je sais pas, c'est très difficile à dire. Mais en tout cas, il y a eu des structures qui ont été positionnées qui ne sont pas d'origine naturelle et qui potentiellement ont été faites par des extraterrestres. Si ces structures suivent la même position géographique, rapport trigonométrique que celle de Stonehenge, il y a effectivement, comme vous le soulignez Alain, de fortes questions à se poser sur l'origine de Stonehenge. Ah oui, en effet, oui. Et donc ces photos, est-ce qu'elles ont été publiées depuis ? Ah oui, bien sûr, elles ont été publiées. Oui. Alors, elles ont été critiquées à tout bord, oui. comme une simple interprétation de données, comme des formes d'ombre et de lumière, encore une fois, l'excuse fameuse donnée par la NASA, et que les conclusions étaient purement d'ordre interprétatif, qu'elles n'en revêtaient en rien un caractère scientifique. Ce qui est totalement faux, puisque si on se penche sérieusement sur le site de Sidonia et sur la planète de Mars, on se rend compte qu'il y a énormément déjà de ressemblances avec la planète Terre, en termes parce qu'aujourd'hui on a de plus en plus de clichés, c'est-à-dire que les clichés qui nous arrivent, et notamment qui sont faits par le robot Curiosity, sont des clichés en haute définition. C'est véritablement impressionnant. J'encourage les gens à aller sur le site de la NASA, vous tapez NASA sur Google, c'est en américain, en anglais, et d'aller sur le site de la NASA et de fouiller un petit peu sur le site de la NASA, et vous voyez des photos qui sont mises à disposition. C'est vraiment très impressionnant, il y a une qualité d'image qui est vraiment stupéfiante. Alors à propos de ces photos, certains ont dit que c'était des faux. Ah oui, alors c'est très simple, encore une fois, pour les détracteurs. Ces photos sont des photos officielles qui n'ont pas été retouchées et qui sont disponibles sur le site de la NASA. Pour celles qui n'ont pas été enlevées, il faut savoir qu'il y a des photos qui ont été enlevées volontairement par la NASA. Encore une fois, accordez-moi que c'est quand même très louche. Et pourquoi enlever des photos ? Pourquoi on enlève des photos qui sont pourtant en parfaite position de lecture, etc., etc. C'est quand même très étonnant. Si on n'a rien à cacher, généralement on n'enlève pas.
tout à fait. Non, je confirme que ces photos sont des photos originales qu'on peut encore une fois retrouver très facilement, qui sont répertoriées, identifiées et qu'on trouve, sans problème. Il est intéressant de se rendre sur un site internet. Alors, encore une fois, je suis désolé, hein, c'est un site anglais, hein, américain, et qui a été fait notamment suite aux études de Richard Auckland, mais qui reprend l'ensemble des éléments du site de Sidonia et les anomalies, hein, ce qui ont été appelées des anomalies sur la planète Mars. Et sur d'autres planètes, hein, on trouve aussi la Lune, etc. Hein. Ce site qui s'appelle normalement Mars Anomaly, qu'on peut trouver assez facilement sur Google. Hein, il suffit de taper Mars Anomaly en anglais et vous allez basculer sur un site qui permet de centraliser l'ensemble de ces photos. D'accord. Alors, on a les photos. Après, les conclusions qu'en tirent certaines personnes de son site n'engagent qu'elles, mais il n'empêche que sur les photos et sur certains clichés, on voit des choses très, très étonnantes. Très, très étonnantes. Par exemple, des formes d'objets brillants, qui brillent comme si c'était du métal. On trouve aussi des formes d'objets qui ne sont pas du tout de la roche, puisqu'ils sont parfaitement cylindriques, parfaitement tubulaires, ou parfaitement, par exemple, coniques. Des choses qui sont très étonnantes, qu'on normalement on ne devrait pas censé trouver. Aujourd'hui, la NASA ne se positionne pas forcément sur ce type de photos et d'éléments un petit peu compromettants. Mais aujourd'hui, quelque part, la NASA ils font le mort, alors, comme d'habitude, parce que si on a les photos, encore une fois, si elles sont publiées, elles sont sur le net, pourquoi ne pas aller plus loin, quoi? Ça me fait penser encore à l'histoire des chemtrails. C'est à peu près la même chose, finalement, on fait le mort, on dit rien. On retrouve un petit peu le même phénomène de langue de bois qui pose problème sur certains éléments qu'on préfère ne pas discuter ou ne pas traiter. Voilà, tout simplement. Donc c'est la politique de l'autruche, comme d'habitude. Bien sûr, mais plus grave que ça, c'est que ceux qui ont dénoncé ces éléments-là, en disant attendez, c'est quand même bizarre, pourquoi on ne va pas étudier plus en détail pour vérifier qu'on a tort? Parce que peut-être qu'on a tort, peut-être qu'on se dit c'est des cités, peut-être que c'est des structures artificielles, et bien dans ce cas-là, qu'on y aille, qu'on fasse des photos, qu'on fasse des relevés au sol, qu'on les étudie. Pourquoi la NASA, suite à ces éléments sur Sidonia, a décidé d'arrêter l'étude de Sidonia? C'est bourré de contradictions. Il est là le problème. Et c'est notamment ce qui donne la puce à l'oreille. Parce que, personnellement, je suis quelqu'un de la NASA, un chercheur haut placé à la NASA, qui a de l'influence. La première chose que je fais, si je suis persuadé de moi, c'est de continuer les recherches pour, pardonnez-moi l'expression, Alain, mais pour démolir la thèse de mon opposant, qui lui dit c'est de l'artificiel, ça a été fait par des extraterrestres, vulgairement parlant. Eh bien, faisons des relevés et démontrons que vous avez tort. Pourquoi ils ne le font pas? Parce que s'ils le font, ils se rendront compte que ces gens-là ont raison, tout simplement. Bah oui, comme d'habitude. La vérité, elle est là. Donc, effectivement, personnellement, je suis persuadé que sur Mars, il y a eu de la vie, il y a eu des structures, et il y a eu des civilisations hautement développées qui possédaient des connaissances identiques à celles de nos anciennes civilisations, et on retrouve trace sur les mystères de notre planète à nous aussi. Donc, c'est une affaire à suivre, ça. Ah bien sûr, c'est une affaire à suivre, et puis encore une fois, aujourd'hui, la position sur Mars change de plus en plus. Les gens sont en train de se dire, il y avait peut-être de la vie sur Mars avant. Ça déjà, c'est vraiment une révolution dans le monde de la science. Parce qu'il y a que une vingtaine d'années maximum, c'était inaudible. On ne pouvait pas entendre ce genre de choses. Aujourd'hui, ça change beaucoup. Mais c'est surtout que si on fait des recherches associées aux anciennes civilisations et aux anciens textes, on retrouve une connexion entre la planète Mars et la planète Terre qui est très importante. La planète Mars revient fréquemment dans les anciens textes. Et notamment dans les tablettes sumériennes, on avait fait une émission dessus, on va redévelopper ce sujet-là qui est très intéressant, où on trouve que la planète Mars était un support pour ce que les Sumériens appelaient les Anunnaki, qui étaient les anciens dieux, une des cases dirigeantes des anciens dieux, et qui avait une sorte de base relais, c'est pas appelé comme ça une base relais, en tout cas qu'ils avaient un lien important avec la planète Mars. Et personnellement, avec l'ensemble des recherches pendant des années que j'ai pu conduire sur un ensemble de données qui regroupent ces éléments, je suis persuadé que les colonies qui étaient sur Mars, et peut-être encore aujourd'hui, Anne Givaudan en parle souvent, tout à fait, correspondent à l'ancienne cité des Anunnaki qu'ils utilisaient pour divers travaux, je suppose aussi de l'extraction de minerais. Alors Anne Givaudan explique qu'elle a eu connaissance lors de ses sorties de corps que les planètes, notamment la planète Mars et les autres, seraient habitées, celles qui ne seraient plus habitées en 3e dimension, seraient habitées en 5 ou 6e dimension. Oui, je rejoins l'avis de Anne là-dessus. Je suis persuadé que des civilisations et des êtres vibrent et vivent à des fréquences et des taux vibratoires différents des nôtres. C'est assez simple, on peut faire un parallèle avec les fantômes. Tout à fait. Voilà, pour donner un exemple. Et qu'ils ont la capacité d'avoir des civilisations qui se sont développées autour de ça. On a fréquemment ces thèmes-là qui sont abordés dans le sujet de la Terre creuse, par exemple. Ah oui, absolument.
Les sites très connus de la Terre creuse, l'Argata et Shambhala, seraient des villes qui vibrent à des taux vibratoires que l'œil humain, pour faire simple, en tout cas la matière dense dans laquelle nous on est ancré, ne peuvent pas percevoir. D'ailleurs que certains expérienceurs de NDE nous rapportent. Oui, tout à fait. Alors on va basculer un petit peu là-dessus en restant sur Mars. Et on va parler de ces éléments-là. Je voulais revenir aussi sur un fait qui est très important. Dans l'étude qu'avait menée le psychologue suisse Carl Gustav Jung, qui est relativement connu. Oui, absolument. C'était un sacré psychologue et qui avait beaucoup de renommée. C'était quelqu'un de sérieux. Une étude, c'est plus qu'une étude, pardonnez-moi là. C'est une thèse de doctorat. C'est quand même pas n'importe quoi. Non. C'est une thèse de doctorat qu'il a faite en 1902. Dans sa thèse, il explique que l'une de ses cousines, qu'il connaissait assez bien, rentrait souvent en transe médiumnique et donnait des éléments. Et elle parlait de la planète Mars, notamment. Elle expliquait que la planète Mars était une planète où il y avait énormément d'activités, qu'il y avait présence d'aéroplanes, aéronefs, ovnis, soucoupes, c'est la même chose, on retrouve les mêmes éléments, qu'il y était présence de canaux d'irrigation, d'eau et d'activités, d'extraction, etc., etc. Ça, c'est quand même assez ahurissant. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Soyez les acteurs de Fréquence Évasion. Réagissez à chaque instant dans le direct live au 09 79 35 29 60. Exprimez-vous en toute liberté sur la ligne des auditeurs 09 79 35 29 60. Pour participer à toutes nos émissions et pour votre promo sur l'antenne, contactez Fréquence Évasion, fréquenceévasion@hotmail.fr. Fréquence Évasion, l'interactivité et la libre expression. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Frédéric Duboulet d'Au-delà du miroir. Nous parlons de la planète Mars. Alors pour entamer la deuxième partie de cette émission, on pourrait parler de cet enfant justement qui s'appelait, je crois, Borishka. Oui, exactement, tout à fait. Alors c'est cet enfant qu'on a surnommé l'enfant de Mars, justement, qui est issu un petit peu de la tendance enfant indigo, enfant de cristal, qui s'incarnent sur la planète pour venir relever le taux vibratoire, et des enfants qui ont eu des réincarnations successives et des vies antérieures sur d'autres planètes et sur d'autres plans. Lui, cet enfant-là, donc c'est ce jeune qui, je le souhaite, je l'espère, est toujours en vie, est né le 11 janvier 1996. Ah bah oui, il est jeune. Donc je pense qu'il est toujours parmi nous, je le souhaite. Ce jeune enfant a été assez remarquable aux yeux de ses parents, puisque très très jeune, il a commencé à tenir des discours relativement étonnants, très étranges. Alors, comme d'habitude, quand on est parent, je le suis, je suis père de famille, on attache une importance somme toute relative à ce que peuvent venir nos enfants quand ils sont en bas âge. Sauf que lui, il continuait ces histoires-là, et malgré qu'il grandisse, ces histoires restaient à l'intérieur de lui. À un point où parfois, sur certaines histoires et liens associés à ces histoires qu'il aurait vécues dans des vies antérieures, il expliquait qu'il venait de Mars, qu'il faisait des missions entre Mars et la planète Terre pour pouvoir justement apporter des minerais entre les deux planètes, ou ce type de ressources, qui certaines entités extraterrestres, encore une fois, avaient besoin, en faisait des cauchemars la nuit. Donc quand ça arrive à faire des cauchemars la nuit, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'assez étonnant. Oui, c'est assez récurrent. Surtout que c'est les mêmes types de cauchemars. C'est un dessin animé qu'il a regardé, c'est pas ponctuel, c'est des cauchemars récurrents, à un tel point que ça a fortement inquiété sa mère. Plus incroyable, et c'est ce qu'on trouve fréquemment dans des phénomènes de réincarnation, et qui permettent également d'en attester en partie de la véracité, c'est la qualité de description technique professionnelle utilisée par cet enfant pour décrire les capacités aéronautiques des aéronefs, les spécificités de l'astronomie, encore une fois, des langages techniques très poussés qu'un enfant de son âge ne peut absolument pas connaître, c'est totalement impossible. Et ça a été attesté par des médecins qui l'ont écouté, des psychologues qui l'ont suivi, qui ont été très déroutés des histoires que ce fameux Borishka a pu raconter. Donc, pour développer un petit peu ce que cet enfant de Mars a expliqué, donc il a commencé à raconter un peu ça à sa famille, et puis à l'âge de 7 ans à peu près, lors d'un petit camp de vacances autour d'un feu, il a commencé à raconter des histoires incroyables autour de l'assemblée qui était présente, donc des amis à lui, des jeunes enfants, des amis à lui, plus l'éducateur qui était présent, à un tel point que tout le monde s'est arrêté, à stopper leurs activités, se sont mis autour du feu et l'ont écouté pendant plusieurs soirs raconter ces histoires. Tellement il était passionné, tellement il racontait ça de façon...
c'était très difficile, c'est ce que raconte le témoin hein, qui était présent. Oui, il était très convaincant, quoi. Ouais, ouais exactement, c'est ce que relate l'éducateur. Hein. Qu'il était quasiment impossible de dire qu'il a inventé cette histoire-là. Parce qu'elle tenait tellement la route, il n'y avait aucune contradiction, même si ça paraît complètement incroyable, puisqu'il parlait de téléportation, il parlait d'échanges avec les planètes qui sont soi-disant non habitées, etc. etc. Il n'empêche que le fil conducteur de son discours était totalement cohérent. Et c'était complètement subjugant. En tout cas, c'est ce que raconte le témoin. Donc, il pouvait raconter des connaissances très poussées sur les ovnis, les modes de propulsion qu'utilisent les soucoupes volantes. Et souvent, ce que disaient un petit peu ses parents, c'est qu'ils se mettaient en méditation. Alors déjà, des enfants en méditation, hein. Moi j'ai trois enfants. Oui, c'est quand même assez rare. 6 ans, elle s'est jamais mise en méditation. Ah oui, c'est clair. On connaît pas beaucoup. Je sais pas si vous en connaissez. Non, j'en ai jamais vu d'ailleurs. Donc voilà, un enfant qui se met en méditation en position du lotus et qui se met à parler avec quelqu'un. Non. Quand sa mère lui dit, mais avec qui tu parles? Il lui dit, mais je parle avec mon ami qui me suit depuis tout le temps. Et il racontait des histoires qui s'étaient échangées sur Mars, qui chose vraiment incroyable. Mais encore une fois, hein, les gens peuvent vérifier très aisément, très facilement en allant se connecter sur Internet. Hein. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Alors donc, il a raconté un petit peu tout ça, et donc il confirmait que Mars était d'une part habité, qu'il existe des surfaces, qu'il existait à son époque à lui, où il y a, parce que lui était pilote d'engin, et il devait faire des navettes. D'accord. C'est sa mission, et il a eu malheureusement un accident, puisqu'il y avait aussi apparemment des guerres avec d'autres factions d'entités extraterrestres, qui étaient en guerre avec lui, la famille, pardonnez-moi l'expression, la famille à laquelle il appartenait. Oui, d'accord. Donc ça s'est pas très bien passé, malheureusement, apparemment ce qu'il disait, de ses souvenirs, ça s'était pas bien fini, quoi. Il avait de la compréhension, je pense qu'il a dû décéder lors d'un accident ou d'une chose comme ça. Donc il expliquait que sur la surface de Mars, il y avait de l'activité, et à l'intérieur de Mars, il y avait des structures internes très bien détaillées, très bien utilisées, avec des grands hangars de stockage, exactement comme on trouve sur notre planète. La planète Mars, il expliquait qu'elle était très très ressemblante à la Terre, dans son mode de fonctionnement et dans les éléments qu'on pouvait solliciter sur Mars et dont on avait besoin. Alors est-ce qu'il a pu expliquer ce que sont devenus les Martiens? Oui, alors il expliquera en partie. Donc comme je disais, lui, il faisait la navette, notamment apparemment il parlait beaucoup d'eau. Apparemment Mars, il cherchait beaucoup d'eau entre les deux planètes, je ne sais pas pour quelle raison, il ne le précise pas. Il disait qu'il se rendait aussi sur Jupiter. Donc encore une fois qu'ils étaient en combat avec les petits gris, comme on les appelle, ceux qu'on voit dans les phénomènes d'abduction, qu'on connaît le plus souvent. Il a parlé énormément aussi de la Lémurie et de l'Atlantide, parce qu'il disait qu'à l'époque l'Atlantide était une base relais avec la planète Mars, donc encore un qui confirme la présence de l'Atlantide. Il parlait également de la présence de géants qui existaient sur la surface de Mars. Quand on parle de géants, il réfère à peu près à des personnages qui montent à 9 mètres de haut. Ah oui, quand même, 9 mètres, c'est commence à devenir... Qui étaient présents sur Mars et sur la planète Terre. Alors peut-être pas à cette hauteur-là, mais en tout cas il y avait des géants aussi. Lui aussi, encore une fois, ça fait un de plus qui atteste de cette présence. Il nous parle également d'une catastrophe planétaire qui s'est déroulée sur Mars, de ma compréhension type nucléaire, qui a conduit à une extinction d'une partie de la vie et d'une perte de l'atmosphère de la planète. C'est ce que lui explique. Et que la majorité des résidents se sont réfugiés à l'intérieur de la planète. Ils ne résident plus à l'extérieur, mais à l'intérieur. On retrouve la même chose dans les anciennes civilisations et dans ce qui s'est passé pour l'Atlantide. Alors on peut supposer qu'il y aurait de la vie encore sur Mars, tout au moins dans notre dimension, mais à l'intérieur. Oui, on pourrait considérer que résident encore à l'intérieur de la planète des activités de différentes natures. Je le pense, personnellement je le pense. Après, encore une fois, on n'a pas les éléments pour attester de ça. Mais en tout cas, la présence, pour revenir sur le site de Sidonia, alors on parlait du site de Sidonia, mais il y avait aussi le site qu'ils ont appelé Elysium, qui est un autre site à un autre endroit de la planète de Mars, où on retrouve pareil, des structures pyramidales et polygonales. Donc à différents endroits de la planète Mars résident des dispositions géographiques très étonnantes. En toute honnêteté, moi je suis persuadé, je ne dis rien à quelqu'un, je prends quelqu'un de lambda, je lui montre une image, je ne lui dis pas que c'est Mars, je lui dis rien du tout, je lui dis fais des zooms et des dézooms, sûr et certain qu'il me dira c'est qui fait ce type de structure, c'est joli, c'est étonnant. Vous voyez, je suis persuadé que si on fait le test, ça va être le cas sur un échantillon représentatif, que ces éléments-là, si on leur dit vous savez ça c'est sur Mars, là après les gens vont changer, parce qu'ils diront mais non c'est pas possible.
faut vraiment que ceux qui s'interrogent étudient ces éléments-là, ils vont véritablement s'en rendre compte que les positions sont enfin, clairement, ça peut pas être fait de façon naturelle. Ça a été fait de façon artificielle puisque c'est organisé, structuré, et encore une fois, ça sert des éléments de type, on dirait, habitation. Voilà, on dirait qu'il y a des sortes de quartiers qui ont été représentés. Hein, encore une fois, comme quand on fait un Google, si on prend Google Earth ou Google Maps, et qu'on dézoome, c'est le même principe. Alors, et certaines personnes disaient que c'était un effet d'optique. Un effet d'optique. Oui, ce qu'on voyait, ce qu'on voyait, me le démontre. Ce qu'on voyait sur les photos. Enfin, on a tout entendu, hein. Oui, c'est possible. On a entendu que les photos. Chacun a son interprétation. Encore une fois. Moi, personnellement, j'ai regardé ça pendant des années. J'ai essayé de prendre du recul. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse fortement, c'est la disposition géographique de ces structures et le rapport trigonométrique qui existe avec Stonehenge. Voilà, il y a des angles dans la numérologie ésotérique, on pourra faire une émission là-dessus, ça c'est très important, c'est très suivi par de nombreuses anciennes sociétés secrètes ou discrètes, hein, comme la franc-maçonnerie, les Rose-Croix, etc., qui accordent une importance cruciale à l'astrologie, la véritable astrologie, hein, la mécanique céleste des planètes. Ah oui, la véritable astrologie. Également la numérologie, la valeur des nombres, c'est pas pour rien que le grade le plus élevé chez la franc-maçonnerie est censé être le 33e degré, et enfin les éléments ne manquent pas, que ce soit par exemple dans la Bible, même sans forcément parler de sociétés secrètes, la Bible, il y a des chiffres qui sont très importants, le 7, le 9, le 11, etc. La numérologie, la véritable numérologie a une importance cruciale. Et pour en rebondir là-dessus, je pense que la disposition sur le site de Sidonia, qui suit un ordre trigonométrique très précis, avec des angles très précis, n'est pas du tout due au hasard et a été fait selon une disposition très particulière. Comme on peut retrouver ces rapports dans la grande pyramide de Gizeh. Ces éléments-là, la grande pyramide de Gizeh n'a pas été fait par hasard. Les éléments qui l'ont constitué n'ont pas été faits au pif, si vous me pardonnez. Ils suivent des rapports très précis, des angles très précis, etc. Des inclinaisons d'une précision aujourd'hui qu'on n'est toujours pas capable d'expliquer, qui sont pointées vers certaines constellations, avec une précision totalement remarquable. C'est vraiment une connaissance qui a été utilisée, qui est complètement étonnante, et qui n'est pas humaine, j'allais dire. Qu'à l'époque, c'était pas censé avoir de tel type de connaissances. Est-ce qu'on ne peut pas vraiment l'expliquer ou on ne veut pas l'expliquer? Est-ce que certains n'auraient pas l'explication? Je pense que certaines explications dérangent, et je pense qu'il y a aussi la capacité d'entendre ce type d'explication, qui pose aussi plus de problèmes. Moi, je pense personnellement, c'est mon avis, hein, qui n'engage que moi, que ces anciennes structures suivaient ces chiffres et ces positions géométriques parce que grâce à l'énergie tellurique donnée par la planète, ou les énergies subtiles qui nous balayent en permanence, ils étaient capables d'en faire quelque chose, et de centraliser ces énergies et de les transformer, un petit peu comme Tesla le faisait, à un autre niveau. Nikola Tesla, qui était un ancien chercheur très reconnu, très renommé. Et ces positions géographiques permettaient, en utilisant une connaissance ésotérique, cachée, d'obtenir une énergie, ou en tout cas des choses que d'autres positionnements ne pouvaient pas permettre de faire. Une fois, on avait fait une émission sur les pyramides, on expliquait que si on positionne on fait la pyramide de Gizeh à une échelle identique, c'est important, la même échelle mais plus petite, et en fonction de la position qu'elle avait nord, sud, est, ouest, il se passait des choses totalement différentes à l'intérieur de la chambre du roi. La chambre du roi qui est le cœur de la pyramide. Donc c'est pas pour rien que cette pyramide elle a cette forme et elle a cette dimension. Sinon elle l'aurait pas fait comme ça. C'est parce qu'elle est capable d'être un condensateur d'énergie et que d'après sa position et l'alignement qu'elle va avoir avec les énergies telluriques de la planète, il se passe des choses mais dans des mondes subtils qui nous échappent. Elle est là la différence, je pense. Et je pense que c'est la même dynamique qui a été insufflée au site de Sidonia sur Mars. Est-ce qu'on peut espérer avoir une explication, tout au moins qu'on nous révèle certaines choses cachées, je dirais assez rapidement maintenant, parce que vraiment, depuis le temps que ça traîne, qu'on se pose des questions, on aimerait bien savoir. Il le faudrait. De toute façon, on voit qu'aujourd'hui, de plus en plus de chercheurs alternatifs commencent à donner des théories qui sont très suivies. On commence à avoir des éléments probants, qui remettent en question le dogme, et effectivement le vase de la pensée unique, scientifique ou archéologique ou autre, et qu'on est en train de se fissurer de plus en plus.
Notamment, on avait fait une émission sur l'archéologie interdite. L'archéologie interdite, c'est aussi un élément qui démontre clairement que ce qu'on nous a raconté par le passé n'est pas vrai, ou en tout cas n'est pas à la hauteur de certaines découvertes qu'on a faites. Il y a des paradoxes monstrueux, il y a des découvertes qui remettent en cause totalement l'âge de l'être humain, ne serait-ce que l'âge, par exemple, encore une fois, on va prendre l'exemple du plateau de Gizeh et des pyramides, ou du Sphinx, qui remettent totalement en cause ça. Mais bon, comme disait Einstein, il est plus facile de briser le noyau atomique qu'un préjugé. Voilà, et le problème, il est là, c'est que les clichés et le dogme établi à la dent dure, il est très difficile de réussir à percer cette carapace. Alors ça commence de plus en plus, ça arrive, et heureusement, aujourd'hui, c'est un des avantages d'Internet, c'est qu'on a la possibilité aussi de se renseigner de façon différente, de prendre du recul, et comme j'encourage et comme j'encouragerai toujours, que chacun se fasse sa propre idée, sa propre analyse, en prenant le temps, en croisant les informations, en se renseignant, en lisant beaucoup. On parlait tout à l'heure du livre de Graham Hancock, Le mystère de Mars. Il y en a plein d'autres, je ne peux pas les citer parce que je ne les connais pas tous, mais il y a vraiment des possibilités de recherche qui sont très intéressantes. Anton Parks, que j'apprécie fortement, écrit également aussi là-dessus. Alors après, encore une fois, on y adhère pas. En tout cas, il y a des éléments qui se regroupent avec ce que disait Borishka, qui venait de Mars, etc., etc. Donc ça fait un cumul de données. À un moment donné, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de se remettre en question et de dire, oui, pourquoi pas. En tout cas, pourquoi ne pas explorer cette piste? Faisons abstraction de nos connaissances qu'on disait, soi-disant, inébranlables. Il n'y a jamais eu de la vie sur Mars. Or, aujourd'hui, on démontre scientifiquement qu'il y en a eu. Donc, prenons du recul, ayons cette capacité. Je le souhaite. Alors, comment est-il positionné, ce site de Sidonia? Alors, ça, c'était un élément qui est très intéressant, puisqu'on s'est rendu compte que si on prend le Mars, si on fait une image face avant de Mars, on se rend compte que le site de Sidonia est positionné à quelques degrés au-dessus de l'angle très connu qui est un angle de 19,47 degrés. Alors cet angle est très connu, pourquoi? Parce que dans la majorité des planètes qui nous entourent, à 19,47 degrés d'angle, si on positionne un cercle, on prend la planète, on fait un cercle, on fait un triangle avec la tête en bas, les deux côtés du triangle en haut représentent un angle à coupe, le cercle à 19 degrés 47. Il y a des tâches très étonnantes, par exemple sur Jupiter ou sur d'autres planètes, comme par exemple une tache noire sur Neptune, qui est positionnée à cet angle très précis. Donc je pense que ce positionnement et le fait que le site de Sidonia n'est pas très très loin de cet alignement était utilisé aussi, comme on pouvait en parler, des énergies telluriques, c'est-à-dire des énergies qui proviennent de la planète. Et donc pouvait servir de capter cette forme d'énergie pour en faire quelque chose. En tout cas, encore une fois, ça rajoute de l'eau au moulin, ça rajoute une position assez étonnante de ce site de Sidonia. On va donner quelques exemples. Par exemple, on peut retrouver ça sur la planète Terre, tout simplement. C'est des zones hautement chargées énergétiquement, où se créent aussi des vortex énergétiques. Donc on parlait de la tâche, on a une tache rouge sur Jupiter, on a des régions volcaniques qui sont les plus intenses de la planète de Vénus, sur cet angle-là, encore une fois, la tache noire de Neptune, des explosions solaires les plus importantes, au niveau du Soleil aussi. Donc ça commence aussi à faire quelque chose d'assez cohérent si on remet ça bout à bout. Merci Frédéric pour ces explications concernant la planète Mars. C'était comme d'habitude très passionnant. On va rappeler l'adresse du site d'Au-delà du miroir. Oui, bien sûr. Alors c'est www.au-delà-du-miroir.forumactif.org. D'accord. Et de toute façon, le lien est sur le site de la radio, donc c'est facile pour s'y rendre. Oui. Est-ce qu'il y a justement des documents concernant la planète Mars sur le site? Alors, sur le forum, il y a des dossiers concernant l'émission qu'on vient de faire. Et je m'en suis grandement inspiré, puisqu'on retrouve un résumé, un condensé de ces informations. On a cité aussi le site Mars Anomaly qu'on peut facilement consulter sur Internet. Je suppose que ces documents seront aussi mis sur le site de Fréquence Évasion. Oui, absolument. Pas de problème. La clé du mystère. Moi, je vais vous transférer tous ces éléments-là. Si des personnes sont intéressées, encore une fois, qu'elles n'hésitent pas à venir se connecter sur Au-delà du miroir, qu'elles viennent consulter, regarder ce qu'il y a. En tout cas, encore une fois, le plus important, de se faire son propre avis sur la question. Merci Frédéric, à très bientôt pour une autre aventure. Écoutez Alain, c'est moi qui vous remercie, c'était un véritable plaisir comme à chaque fois, donc je vous dis à tout bientôt. À très bientôt, et merci encore à tous les auditeurs. Fréquence Évasion.